Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à l'ensemble de tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes en date du 26 juin 2024. Nous disons encore merci infiniment à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous font confiance. Merci d'être encore en ce jour avec nous. Et aujourd'hui, nous avons 4 sujets. On va aller très rapidement pour donner la parole aux uns aux autres et reprendre les activités quotidiennes. Le premier sujet du jour a pour titre « Ce sont des corrompus ». Les effondrements d'immeubles se multiplient. Les Abidjanais dénoncent les promoteurs et des responsables véreux. Plusieurs effondrements d'immeubles se sont réalisés à Abidjan, mettant en nu les failles profondes qui entachent le secteur de la construction. Ces tragédies qui causent des pertes en vies humaines et le matériel important interrogent sur les raisons de ces accidents et les mesures nécessaires pour y remédier. Et donc, chers parents, on va vous parler des maisons qui tombent comme des fleurs qui fanent. Et la saison des pluies n'est qu'un argument pour qu'on voit les maisons tomber comme des châteaux de cartes. Et ceux qui sont fatalistes, qui ne veulent pas voir la réalité en face, vont se mentir à eux-mêmes pour dire que c'est la volonté de Dieu. Alors qu'à la vérité, en vérité, c'est la faute des humains. C'est la faute à nous. C'est notre irresponsabilité. Et c'est le résultat que nous voyons là. Les récents incidents remontent en ce mois de juillet. Un immeuble de 3 étages s'est écroulé dans le quartier de Cocody, faisant 2 morts et de nombreux blessés. Cet incident n'est pas isolé. Depuis le début de l'année 2024, une quinzaine d'effondrements majeurs ont été recensés à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, où un écroulement récent a causé la mort de 8 personnes. Les quartiers populaires de Yopougon et d'Adjamé ne sont pas non plus épargnés par les épisodes meurtriers. Les causes de ces effondrements sont multiples, allant de la mauvaise qualité des matériaux de construction à l'absence de respect des normes de sécurité.
Et donc, chers parents, malheureusement, ce qui est à la base du fait que les maisons tombent, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'une quelconque entité. C'est le manque de respect des règles, mais c'est aussi la qualité du matériel que nous utilisons. Mauvais ciment, mauvais fer, mauvais maçon, mauvais architecte. Tout est de mauvaise qualité dans la construction en Côte d'Ivoire. Et donc la conséquence normale, c'est que ces maisons-là ne puissent même pas faire 2, 3, 4, 5 ans. Les Ivoiriens les Ivoiriens dans leur entièreté vivent de plus en plus dans une angoisse constante. Ces éboulements de maisons en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, sont inquiétants. On ne dort plus tranquillement. Les entrepreneurs, les architectes ne font plus leur travail, déplore Ange Kelly, secrétaire de direction, résidente d'un immeuble voisin de celui qui s'est effondré à Cocody. La peur de voir ses domiciles s'effondrer à tout moment hante les esprits et affecte profondément la vie quotidienne des Abidjanais. Les responsabilités en question sont partagées. Ces immeubles qui s'écroulent comme des châteaux de cartes et qui font de nombreuses victimes sont mis à l'actif des entrepreneurs et le ministère de la Construction. À Abidjan, les règles de sécurité en matière de construction sont foulées aux pieds par des entrepreneurs du bâtiment, estiment certains Ivoiriens. Une situation qui jette le discrédit sur toute la corporation. Et donc, comme on le dit, il n'y a pas de cause sans conséquence. Les maisons tombent, des vies humaines sont perdues et on se dit que la vie continue. Mais jamais on a cherché les véritables causes. Jamais on a cherché à se dire la vérité à nous-mêmes. Jamais on a voulu résoudre cette histoire pour une bonne fois. Et les responsabilités ici sont partagées à tous les niveaux. Que ce soit le ministère de la Construction, que ce soit ceux-mêmes qui sont les architectes, que ce soit ceux-mêmes qui sont les vendeurs de matériaux de construction, que ce soit ceux-mêmes qui habitent dans ces maisons-là, tout le monde est responsable. Mais c'est le jour qu'on a un problème en face et qu'on découvre qu'il y a des morts, qu'on se rend compte qu'on s'est menti à nous-mêmes. Et jusqu'à quand allons-nous continuer? Parce que être fataliste, c'est aussi un choix de vie. Mais être aussi conséquentialiste, c'est-à-dire assumer les conséquences, juger les actions par leurs conséquences et les assumer, c'est aussi être responsable. Et donc, c'est à nous de faire le choix de la responsabilité. Le problème est à rechercher au niveau des maçons. Les entrepreneurs ne voient que leurs gains. Ils font construire leur bâti à la hâte, dénonce Kalou JP, chauffeur de taxi. Quand plusieurs pointent du doigt les autorités ivoiriennes, notamment le ministère de la Construction et les architectes. Cela aussi n'est pas faux. Le ministère de la Construction y a pour beaucoup. Quand on voit que dans ce ministère, on avait déjà une longue d'individus corrompus. Dites-vous que ces personnes étaient capables même du pire, sans oublier l'à peu près qui est fait au sein même du ministère de la Construction. Et ici, ce que j'appelle l'à peu près, c'est que il y a des artisans qui ont fait des travaux, qui ont causé des morts d'hommes à Abidjan, et les enquêtes n'étaient pas en faveur du ministère. Et on se demande bien si ces affaires sont allées au bout ou pas. En réalité, les Ivoiriens doivent penser d'abord à leur propre vie. Et pour sauver sa propre vie, on n'a pas besoin que quelqu'un nous fasse la morale. De nombreux citoyens accusent les responsables du ministère de la Construction de négligence et de corruption. Ce sont les agents de contrôle du ministère qui veulent nous tuer. Ils sont tous corrompus. Ils prennent des pots de vin sur tout. Quand bien même qu'ils remarquent des défaillances,
sur les chantiers, dénonce Koulibaly Biba, furieuse. Elle et sa famille sont actuellement victimes de dégâts collatéraux d'un effondrement dans la commune d'Adjamé. Et Assirou Djibril d'ajouter: la première cause responsable de l'écroulement des immeubles, ce sont des fondations qui ne sont pas adaptées à la nature de la future construction. Les matériaux utilisés, notamment le sable, le gravier, le ciment et le fer à béton, ne sont pas toujours conformes aux normes en vigueur. Quand l'entreprise chargée de construire un bâtiment n'a pas les compétences requises, cela constitue la troisième cause, à côté desquelles s'ajoute le manque de quelques techniques nécessaires dans le chaînage. Lors des constructions, explique Assirou Djibril, ingénieur en bâtiment. Les permis de construire sont délivrés sans aucun contrôle rigoureux. Les entrepreneurs utilisent des matériaux bon marché pour maximiser leurs profits au détriment de la sécurité, dit Serge Yao, opérateur économique. Le cadre réglementaire en matière de construction est également remis en cause. Les normes actuelles, souvent obsolètes, ne semblent pas s'adapter aux défis d'une urbanisation rapide et massive. Nous devons réformer en profondeur notre réglementation pour garantir des constructions sûres et durables, suggère Kofi Kouadio, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Et donc voilà autant de causes qui conduisent à l'effondrement des immeubles qu'on vient de vous évoquer. Mais jusque-là, les Ivoiriens ne se disent pas qu'est-ce qu'on doit faire. Dieu merci, voilà un pays où nous n'avons pas de tremblement de terre. Voilà un pays où les conditions sont vraiment adaptées, mais les maisons tombent. Alors que je me souviens, il y a pratiquement deux mois, ou bien peut-être un peu plus, il y a eu 3 tremblements de terre ici à New York en une journée. Et on n'a même pas senti. Quand je dis qu'on n'a pas senti, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas senti. Je veux simplement dire que ça n'a pas causé même un mort. Alors que les immeubles ont tremblé, on était là-dedans. Imaginez-vous maintenant un tremblement de terre à Abidjan. Ce serait presque les 3/4 de toutes les maisons qui tomberaient. On a déjà évoqué tellement les causes ici. C'est la raison pour laquelle je ne reviens plus là-dessus. Je me focalise essentiellement sur la conscientisation des uns et des autres. Parce qu'on aura beau citer les causes, comme on vient de le faire, mais si on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que nous faisons, et quand je dis qu'est-ce que nous faisons, quelles sont les actions concrètes que nous entreprenons face à cette crise, quelles sont les mesures nécessaires pour y remédier et prévenir de nouveaux effondrements? La réponse réside dans une action collective de prise de conscience. Et oui, il faudra qu'on prenne conscience globalement que la vie est trop chère pour qu'elle soit sacrifiée et qu'elle soit détruite inutilement. Il faut une véritable prise de conscience et un engagement de tous les acteurs pour que cette tragédie cesse, insiste l'ingénieur. Il est impératif de prendre des matériaux de construction solides pouvant supporter des charges lourdes, des fers de 12 cm de diamètre au minimum. Ne pas acheter les contrefaçons vendues sur le marché non conforme à la réglementation des matériaux de construction. Travailler avec un architecte et des professionnels du cadre bâti qui vont être présents à toutes les étapes de la construction. Cela permet de s'assurer de la conformité, conseille-t-il, et de conclure que les financiers mettent moins de pression sur les constructeurs et entrepreneurs pour que ceux-ci travaillent avec amour. Les effondrements d'immeubles à Abidjan sont devenus symboles de la fragilité du système de construction en Côte d'Ivoire et mettent à nu des problématiques profondes liées à l'urbanisation rapide et à la régulation des constructions. Alors que les habitants réclament justice et sécurité, il est impératif que les autorités agissent avec fermeté et transparence pour prévenir de nouvelles tragédies. L'article a été tiré du journal Le 360.ma. Et donc, chers Ivoiriens, voilà le drame que nous nous sommes offerts. Et
Quant aux solutions, nous les connaissons. Mais comme nous sommes tous de vrais Ivoiriens, tant que ce n'est pas gâté sur nous, on n'ouvre pas nos yeux. En temps, la vie continue et les drames ne feront que se suivre les uns après les autres. Sujet numéro 2. Acquisition majeure de matériel militaire chinois contre le terrorisme. Chers auditeurs et chères auditrices, la Côte d'Ivoire vient encore d'avoir de nouvelles armes. Officiellement, c'est pour lutter contre le terrorisme. Je dis bien officiellement, mais ce n'est pas que le terrorisme, c'est aussi toutes les formes de menaces qui vont venir agresser la Côte d'Ivoire. Elle se donne les moyens de prévenir, d'anticiper. Les autorités ivoiriennes ont franchi une étape significative dans leur lutte contre le terrorisme en finalisant une importante commande d'appareils d'attaque auprès de la Chine. Le ministre ivoirien de la Défense Téné Braima Ouattara et Hu Guangxi ont officialisé cet accord le 18 juin 2024, renforçant ainsi les capacités militaires de la Côte d'Ivoire. Cette acquisition comprend des hélicoptères de combat Harbin Z-9 et des avions de chasse produits par la Chine à travers la société la China National Aerotechnology Import and Export Corporation, qu'on appelle CATIC, une entreprise publique chinoise. La décision de se tourner vers la Chine pour l'achat de ces aéronefs de combat illustre la volonté de la Côte d'Ivoire de diversifier ses partenaires en matière de défense et de sécurité. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de menaces terroristes croissantes dans la région ouest africaine, nécessitant un renforcement des moyens militaires pour garantir la sécurité nationale. Le président Alassane Ouattara a souligné l'importance de cette acquisition pour la protection du territoire ivoirien contre les incursions terroristes. Ces nouveaux équipements devraient permettre à l'armée ivoirienne de mieux répondre aux défis sécuritaires et de renforcer la lutte contre les groupes armés dans le pays et ses environs. En collaborant avec la Chine, la Côte d'Ivoire cherche non seulement à moderniser son arsenal militaire, mais aussi à établir des relations stratégiques avec des partenaires internationaux capables de fournir des technologies avancées et un soutien logistique. Cette commande marque une étape clé dans le développement des capacités militaires de la Côte d'Ivoire et témoigne de la détermination du gouvernement à renforcer la sécurité nationale face aux menaces terroristes. L'information est tirée de senego.com. Et ce qui est intéressant dans l'article, ce n'est pas nouveau. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise tous les détails militaires et tous les appareils qui sont payés. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que ce que l'article dit, l'article ne dit que très peu. Mais en réalité, ce sont des appareils ultra sophistiqués qui ont été payés et des appareils qui sont extrêmement puissants. Et il y a d'autres pays avec lesquels on devrait avoir ces appareils, mais ces États-là, la date qu'ils donnaient pour pouvoir les livrer, ça n'arrangeait pas trop la Côte d'Ivoire parce que ça prenait peut-être 1 an ou peut-être 6 mois. Et on a préféré donc aller vers la Chine où on a eu encore le même matériel avec les mêmes capacités technologiques. Mais ce qui est important que je peux dire sans rentrer dans les détails, c'est que ces appareils-là bénéficient d'une technologie très avancée. Et ça, c'est important. Vous savez que ce qui est des questions militaires, on ne rentre pas trop dans les détails pour ne pas quand même donner des idées aux ennemis. Et donc, c'est une manière pour nous de dire merci aux autorités ivoiriennes qui prennent l'argent des Ivoiriens, les investissent dans la sécurité et en même temps qu'elles respectent leurs paroles, mais elles essaient aussi de montrer que la Côte d'Ivoire, malgré qu'elle se développe, elle ne va pas s'amuser avec sa sécurité. Et ça montre tout le sérieux des autorités auxquelles nous avons affaire en ce moment. Et comme rien n'est fait au hasard, on comprend facilement que c'est ce sérieux-là qui fait que depuis 2011,
pour être plus exact, depuis le 11 avril 2011, tout le territoire ivoirien est sécurisé et aujourd'hui, nos militaires sont constamment dans la formation, mais en même temps aussi sont dans les conditions, avec le matériel, avec la formation et tout ce qui va avec. Et c'est là qu'il faut saluer le ministre de la Défense et tout le corps sécuritaire de la Côte d'Ivoire, du plus petit au plus grand, sans oublier le chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, parce qu'un gouvernement qui arrive à assurer votre sécurité, c'est un gouvernement qui vous a tout donné. La capacité des gouvernants sérieux se mesure d'abord par des éléments simples comme la sécurité. Des gouvernants qui arrivent à vous sécuriser, c'est des gouvernants qui inspirent confiance et c'est des gouvernants à qui on peut véritablement mettre foi. Et donc nous ne pouvons qu'encourager les autorités à aller plus vers la sécurisation de notre territoire, mais aussi inclure les populations en leur disant, aujourd'hui, que ce soit la menace terroriste ou même quand vous voyez par exemple hier Assimi Goïta et Ibrahim, l'homme à la gueule déchirée, renversé, cette fois se réunir pour décider comment ils vont faire pour attaquer la Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas se blaguer. Parce que la première fois qu'ils ont voulu faire en mars, ça a échoué. Et donc, leur réunion avait pour but, en tout cas dans une certaine mesure, de voir comment ils pourraient directement ou indirectement attaquer la Côte d'Ivoire. Nous n'avons d'autre choix que de nous apprêter pour le combat. Mais ce combat-là aussi, il faut que les populations, même à qui la sécurité est offerte, ce n'est pas un combat du gouvernement seul. Il faudrait que les populations se mettent aussi à disposition des autorités en donnant les informations. Ce que vous voyez même dans les villages, quand tu t'en vas au champ, quand tu vois des gens bizarres, quand tu vois des choses qui ne sont pas assez correctes, tu peux appeler le 100, 100, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ou bien tu peux appeler le 111, 111, 3 fois, c'est gratuit. Ou bien même tu appelles dans ta zone, si c'est un sous-préfet ou un préfet, tu te rends là-bas tranquillement, tu t'en vas dire, ah voilà ce qu'on a vu. C'est en disant ce qu'on voit là, c'est ça qui permet d'anticiper sur les événements et de mettre fin. Et ce qui fait plus mal aux djihadistes et aux bandits, c'est quand les populations ne coopèrent pas, ne collaborent pas avec ces individus-là. Ça les gêne beaucoup parce que ça gâte tous leurs plans. Et donc, à toutes les populations de la Côte d'Ivoire qui aiment voir leurs femmes, leurs enfants, leurs parents dans cette sécurité-là, n'ayez pas peur, ouvrez vos bouches, dites ce que vous voyez et personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous arrêter. Si vous pensez que quelque chose peut mettre votre sécurité en danger, c'est que cette même chose-là peut mettre toute la Côte d'Ivoire en danger. Si on s'en va vérifier que ce n'est pas ce que vous pensez, c'est fini. Vous aurez été un bon citoyen parce qu'au moins vous avez pensé de bonne foi que vous êtes en train de faire une bonne action. Mais il y a beaucoup de malheurs en termes d'attaques et de mauvaises actions qui arrivent. Il y a toujours des personnes qui sont au courant mais qui négligent. Chers parents, nous, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, là, quand tu dors matin, là où tu as placé ta chaussure, là, quand tu te réveilles là, et puis tu vois la chaussure à bouger là, il ne faut pas mettre ton pied dedans. Il faut d'abord regarder pour voir s'il n'y a pas souris dedans, mais s'il n'y a pas serpent dedans. Maintenant, s'il n'y a rien dedans là, tu peux porter. Ce que je suis en train de dire là, c'est dire que le monde aujourd'hui là est devenu un endroit très dangereux. Aujourd'hui là, quand tu te réveilles et puis tu vois que les choses ne sont pas comme elles devraient être, il faut être beaucoup prudent. Avant d'aller vers l'étape suivante, il faut d'abord sauver sa vie. Tout ce qu'on est en train de dire et tout ce qu'on est en train de faire, tu ne peux le faire que quand tu es encore vivant. Une fois que tu n'es plus vivant, c'est fini. Dans quelles conditions tes enfants vont vivre? Dans quelles conditions tes parents vont vivre? Dans quelles conditions ton pays va se porter? C'est aussi des questions pour des individus sensés. Et donc, notre imprudence là, nous ne sommes plus dans un monde où on a droit à l'imprudence. Non. On n'a plus droit à l'imprudence pour dire, ah non, bon, c'est comme... Non. Aujourd'hui là, il y a trop de menaces. Il y a la menace djihadiste
Et bizarrement même, c'est ce que j'avais dit depuis très longtemps. J'avais dit que le Mali, le Burkina et autres seront des États proto-djihadistes. Ça veut dire qu'ils vont baser leur modèle de gestion d'État en produisant des djihadistes pour essayer de déstabiliser la sous-région. Et malheureusement, c'est devenu ce que nous craignons le plus. Dieu merci, le gouvernement fait ce qu'il fait. Mais et nous ne pouvons pas nous asseoir pour penser que ça va tomber du ciel. On a aussi notre responsabilité. Et cette responsabilité, elle consiste à dire ce que nous voyons. Et n'attendez pas pour dire, moi j'avais vu, mais si je savais. Quand tu dis je savais, là, c'est que c'est déjà trop tard. Et donc l'information est tirée de senego.com pour ceux qui voudraient vérifier. Sujet numéro 3. L'extrême droite en passe de se hisser au pouvoir en France. Merci. Qui? Sarkozy, évidemment. Le président Emmanuel Macron, qui n'a visiblement pas consulté grand nombre, en dehors des personnes requises par les dispositions constitutionnelles, a cru bon de dissoudre l'Assemblée nationale française suite à l'élection européenne du 9 juin 2024, qui a placé son parti deuxième avec 14,60%, loin derrière le Rassemblement national, ancien Front national, créé par un certain Jean-Marie Le Pen et cédé de manière dynastique à sa fille Marine Le Pen, qui a recueilli 31,37% des voix. Et donc tout le monde sait ce qui se passe en France. Et malheureusement, la France risque de ne pas échapper aux conséquences du populisme, mais surtout aux conséquences des incapacités politiques des dirigeants français. Et surtout, la non-clairvoyance des autorités françaises aura conduit aujourd'hui le Front national, qui s'est transformé aujourd'hui à travers un nouveau nom, le Rassemblement national, à occuper 31,37% des voix à l'Assemblée française. Et le parti au pouvoir même se retrouve avec 14,16%. Si cette décision a surpris plus d'un en France et ailleurs dans le monde, c'est parce que rien ne l'a justifié, d'autant que ces résultats ne changent rien aux équilibres au sein du Parlement européen. Conséquence de cette décision, l'extrême droite, incarnée désormais par le jeune Bardella, 28 ans, qui se trouve sur une bonne vague suite à ses bons résultats à l'élection européenne et au délitement du camp d'Emmanuel Macron, est donné vainqueur aux élections législatives prévues pour les 30 juin et 7 juillet prochains. Macron devrait donc cohabiter avec un gouvernement composé et dirigé par l'extrême droite. Rien que ça, ce parti qui a toujours fait de la préférence nationale, du rejet de l'autre et des autres, de la xénophobie et de l'antisémitisme primaire. Jean-Marie Le Pen ayant considéré les chambres à gaz comme des détails de l'histoire avant de moquer son contradicteur, M. Durafour, en accolant à son adjectif crématoire une référence macabre aux chambres de crémation des camps de concentration nazis de la Seconde Guerre mondiale. Son fonds de commerce s'apprête ainsi à prendre les rênes du pouvoir en France, pays de la Déclaration des droits de l'homme et dont la devise est justement liberté, égalité et fraternité. Il est évident qu'avec le Rassemblement national au pouvoir, les deux derniers mots de cette devise paraîtront de trop. L'égalité disparaîtra en France ainsi que la fraternité. Et donc, mesdames et messieurs, quand on fait la politique de l'irresponsabilité, quand au lieu de venir diriger un pays véritablement, on se met dans la promotion de l'homosexualité primaire et vulgaire, voilà là où ça nous conduit. Et malheureusement, le gouvernement prochain qui sera formé, même si Emmanuel Macron demeure encore président, il va devoir cohabiter avec les représentants de la haine en France. Et qu'est-ce que demain nous réserve?
Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, qu'est-ce que demain nous réserve? Mais il n'y a pas de hasard dans ce monde. On ne peut récolter que ce qu'on sème. Et aujourd'hui, on voit une montée spectaculaire des idées liberticides, des idées extrémistes, des idées xénophobes, des idées racistes. Mais derrière ces idées, il faut savoir que les conséquences seront que la vie de nombreuses personnes seront affectées. Parce que c'est une carte qu'on donne à ces idéologies-là de pouvoir se concrétiser. Pendant très longtemps, s'il y a eu des politiciens responsables en France pour essayer de faire barrage au Rassemblement national, qu'on appelait le Front national, il faut savoir que lorsque ces personnes viennent à la tête de quelques ministères ou bien de quelques postes de gestion, ça leur permet, ce qu'ils avaient en tête et ce qu'ils ont dans le cœur, ça leur permet de mettre ça en marche. Et ça n'augure pas des lendemains meilleurs pour la France. Même si Macron apparaît le 7 juin au soir comme celui qui a oint le Rassemblement national, on ne peut cependant pas négliger le parcours du Front national. D'un groupuscule extrémiste, ultra minoritaire et considéré par la majorité des Français comme extrêmement dangereux, il a aujourd'hui passé à ce parti respectable, entre guillemets, fréquentable pour lequel même des Juifs sont prêts à voter le 30 juin. Sans remonter à Mathusalem, on peut avec raison et pertinence situer l'acquisition de la respectabilité du parti fondé par Jean-Marie Le Pen à Nicolas Sarkozy durant sa présidence de 2007 à 2012. Mais comme on vous a dit, rien ne se passe sans conséquence. Quand les choses arrivent, les gens sont là, ah, c'est arrivé, on ne comprend pas. Mais allez voir un peu les propos racistes, les propos ultra, je dirais presque flirtant avec le RN entre 2007 et 2012. Comment vous pouvez combattre le Front national et en même temps aussi faire la promotion des idées du Front national? Quand vous écoutez des gens comme Éric Zemmour en France, quand vous mettez tous ces cocktails ensemble, pourquoi vous serez surpris aujourd'hui? C'est grâce à des gens comme Nicolas Sarkozy, c'est grâce à des gens comme Éric Zemmour qu'aujourd'hui, insidieusement, des gens même ont fait le lit et ont pavé la route pour le Front national d'arriver là où il est arrivé aujourd'hui. Et donc ne soyez pas surpris. Vous avez aidé ce parti dangereux extrémiste à devenir ce qu'il est aujourd'hui en pensant que vous cherchez à protéger votre propre pouvoir ou même vos intérêts quand vous étiez au pouvoir. Ou bien au nom d'une soi-disant liberté d'expression, on a permis à des gens de distiller des idées radicales, extrémistes dans des mentalités. Et aujourd'hui, à l'heure des conséquences, on ne peut qu'assister. En effet, c'est bien Nicolas Sarkozy qui est arrivé au pouvoir suite au parricide politique contre Jacques Chirac et la traîtrise des éléphants de la gauche en général et du Parti socialiste en particulier contre Ségolène Royal. Il a cru bon surfer sur un opportunisme éhonté pour s'assurer un second mandat en chassant allègrement avec bottes et chapeaux sur les terres de Jean-Marie Le Pen, brisant ainsi le cordon sanitaire que les partis de gouvernement, depuis le début de la Ve République, avaient mis en place pour contenir l'extrême droite en France. Malheureusement, quand on a vu un Nicolas Sarkozy se mettre à flirter avec des idées de l'extrême droite pour se rapprocher de certains partisans de Jean-Marie Le Pen, ce sont les conséquences qui sont là aujourd'hui. Non seulement il a repris à son compte et pour son compte leur thèse sur l'immigration et la préférence nationale en créant par exemple
le très controversé ministère de l'identité nationale. Lui-même Nicolas Sarkozy, fils d'immigrés hongrois. Mais il a systématiquement refusé le Front républicain, qui consistait en des désistements des candidats les moins bien placés des partis de gouvernement en cas de triangulaire aux élections législatives et régionales afin de battre ceux de l'extrême droite. Que ce soit le Parti socialiste, que ce soit le parti et autres que vous connaissez, les partis sérieux, ils avaient toujours l'intention qu'au pire des cas, même s'il fallait se réunir, mais pour toujours empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais la contradiction est en interne quand vous allez surfer sur leurs idées et que ces personnes vous votent, vous validez leur thèse. Et à force de valider une thèse, elle devient une chose normale. Et c'est aujourd'hui là les conséquences que nous voyons. Toujours dans le cadre de sa danse du ventre à l'égard de cette droite extrême, Nicolas Sarkozy n'hésitait à venir pleurer comme une veuve noire tout son amour pour l'Afrique au moment même où son gouvernement était à l'initiative et à la manœuvre pour criminaliser toujours un peu plus l'immigration, notamment celle des Africains en France et en Europe. Si je lis cet article-là, ne pensez pas que je le lis pour la France. Je le lis surtout pour nos frères africains qui vivent dans ce pays. Et je commence à m'inquiéter du lendemain qui leur est réservé, surtout pour ceux qui n'ont pas de papier. C'est pour cela que je lis cet article-là. Mais dans un même temps aussi, je suis un peu partagé au fond de moi-même. Je ne suis pas content. Mais en même temps, puisque c'est ce que les Gauls font en Côte d'Ivoire, eux qui représentent l'extrême droite, je suis quand même un peu... j'aimerais voir ce qui va arriver. Tous ces Gauls qui sont des sans-papiers, j'aimerais que les conséquences de l'extrême droite puissent les frapper correctement. Tous ces Maliens qui disent qu'ils n'aiment pas la France et qui insultent la France, et tous ces AES qui profitent de la France en France, mais qui veulent être des gens de l'extrême droite dans leurs différents pays, je souhaite que si par malheur l'extrême droite doit venir au pouvoir, que vous soyez les premiers bénéficiaires. L'extrême droite a réalisé son meilleur score électoral et accru de façon considérable et historique le nombre de ses élus. Tout cela alors même que les statistiques montrent que le taux d'immigration en France est de 6% contre 30% en Allemagne et 18% en Espagne. Et donc, la France n'est pas le pays d'immigration ou même le pays de prédilection même des immigrés. Mais à force de faire grossir une fausse idée, le crapaud finit par penser que lui est plus gros que la rivière. Mais tout ça c'est fait à dessein parce que quand on a la haine, il faut la diriger vers certaines personnes, les criminaliser. Sinon, le taux d'immigration en France n'est que de 6%. Le taux d'immigration en Allemagne est de 30% et le taux d'immigration en Espagne est de 18%. Qu'à cela ne tienne, les Français sensibilisés au rejet de l'autre et à qui des personnages comme Éric Zemmour font croire en la mort de leur civilisation et de leur mode de vie par le grand remplacement par ceux des Arabes et des Noirs, s'apprêtent à dérouler le tapis rouge sur lequel Bardella pourrait marcher dans 2 semaines pour hanter l'hôtel Matignon. L'hôtel Matignon, c'est le bureau du Premier ministre en France. Et aussi que Marine Le Pen, à son tour, pourrait piétiner en 2027 pour déposer ses valises à l'Élysée. Et donc voilà le spectacle que les Français se sont offerts. On attend de voir ce que demain nous réserve. Dans pratiquement 2 semaines, on comprendra où les choses iraient. Il se trouve qu'à quelque chose malheureux bon. L'Afrique pourrait tirer profit de cette évolution pour se libérer totalement. Car la France est la seule puissance coloniale à refuser, jusqu'à présent, selon l'ancien premier ministre italien, Luigi Di Maio, de laisser partir ses colonies africaines. Il avait même appelé l'Union européenne à prendre des sanctions contre la France pour l'y obliger.
En écoutant Éric Zemmour, les sanctions ne seraient peut-être pas nécessaires, car pour lui, mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe ou chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous, car il y a un côté face. Fini des milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui ne voient qu'une preuve d'impérialisme. Et comme je disais, dans certaines situations, le malheur aussi est bénéfique. C'est la France qui a pillé l'Afrique. C'est la France qui a le malheur de l'Afrique. C'est la France qui fait qu'on ne se développe pas. Dieu merci, si le Front National vient au pouvoir et que le Front National a le courage réellement de couper les liens avec l'Afrique, parce que derrière aussi cette idée-là, il y a ce qu'on dit, mais il y a la réalité. Je dis bien si, ce n'est pas évident. Sinon, il y a plein qui ont fait la promesse. Nicolas Sarkozy avait fait la promesse. Emmanuel Macron m'a fait la promesse. Mais c'est plus dur que ce que les gens pensent. Mais au moins, souhaitons que cette fois-ci soit la bonne. Et comme ça, toutes les dettes qu'on a contractées, tout le monde sait que quand tu prends une dette avec un Chinois, tu vas payer 10 fois la dette. Tout le monde sait que les Russes ne donnent pas de prêts. Maintenant, on va voir ces États voyous qui, au lieu de s'assumer, sont en train de critiquer le franc CFA, sont en train de dire que c'est la France qui nous a mis en retard. On va voir avec qui vous allez aller prendre crédit. On va voir avec qui vous allez demander hey, si vous ne venez pas, les djihadistes vont descendre au Bamako. S'ils descendent au Bamako, voilà, ils vont nous tuer tous. Merci, merci Hollande. J'ai donné le nom de Hollande à mon enfant. Toujours dans les émotions. On verra bien. Déjà, les premières conséquences sont là. C'était la France qui causait tous les malheurs dans le Sahel. Maintenant que la France n'est plus là, est-ce que la situation va mieux? Est-ce que le Sahel se porte mieux? Et donc, en toute chose, il y a aussi un bénéfice. Je souhaite que le RN vienne au pouvoir pour mater les Maliens et les Burkinabés qui sont en France. Pour mater les Gors qui sont en France. Vous êtes sans papier, vous vivez de l'aide sociale et vous, à longueur de journée, vous vous asseyez pour semer la haine en Côte d'Ivoire. Et c'est là que vous allez comprendre que ce qu'on vous dit, c'est nous qui avions raison. Parce qu'on connaît le danger de la xénophobie. On connaît le danger du racisme. On connaît le danger de l'extrémisme. Si cela se passait ainsi, nous, Africains, devions être reconnaissants également à Nicolas Sarkozy pour son rapport décisif à notre lutte de l'émancipation. Comme on voulait être libre là, comme on voulait être libre, on sera libre et on sera émancipé. Et même il faut dire merci à Nicolas Sarkozy, parce que sans le savoir, il a aidé le RN à prendre le pouvoir aujourd'hui, ou qui prendra le pouvoir. Mais encore mieux, ça va nous permettre aujourd'hui d'expérimenter l'autre côté de la médaille qu'on n'avait jamais vu. Rien n'est totalement bon, rien n'est totalement mauvais. Tout dépend de la manière avec laquelle on appréhende les choses. À moins que cela se passe de façon plus amicale et apaisée, en cas de victoire de la France insoumise des Jean-Louis Mélenchon et ses amis du renouveau populaire, wait and see. Et là encore, ça sera la promotion du wubisme avec ces derniers-là. Et donc, ce sera encore même la société inversée. Cependant, il est connu que depuis le général de Gaulle, la politique intérieure et extérieure de la France change suivant les majorités qui la gouvernent à l'exception de sa politique africaine. Et donc, ne vous méprenez pas, tout peut changer en France, mais sa politique africaine ne changera jamais. Autant la France profite des Africains, autant nous aussi, nous tirons aussi des avantages de la France. N'oublions pas ça.
Dans un mariage, là, quel que soit ce qu'on reproche à un côté, là, il y a aussi un bon côté, il y a aussi des qualités. N'oublions pas ça. Parler le russe ou le chinois n'est pas chose facile. Sujet numéro 4. Les soubresauts de Tidjane Thiam à Soubré. Et donc, on va vous parler encore de Siaka Dian. Dans un premier temps, on va vous parler des comparaisons hypocrites de Siaka Dian. Le discours de Siaka Dian à Soubré oscille entre deux visées. Une compassion hypocrite à un peuple à qui il rappelle l'iniquité du pouvoir, à leurs efforts de contribution au développement de la Côte d'Ivoire et la promesse tentant à faire croire qu'il peut faire mieux que la gouvernance actuelle. D'ailleurs, qu'il qualifie d'inappropriée à leur situation, laquelle serait la cause de la précarité installée dans cette région. Et donc, dans le discours de Siaka Dian, les comparaisons que vous aurez vues, il compare, il dit ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, et l'indice de développement est comme ça, comme ça. Quel que soit ce qu'il aura dit, il y a deux choses qu'il faut retenir. Il fait de la comparaison. Mais la comparaison qu'il fait, c'est une comparaison qui est basée sur son hypocrisie. Mais pourquoi il fait cela? Il fait cela en montrant dans un premier temps que le pouvoir actuel agit injustement et ne donne pas pleinement aux Ivoiriens le fruit de leurs efforts. Parce que selon lui, c'est le travail du peuple qui peut enrichir la Côte d'Ivoire. Et dans un deuxième temps, il fait donc des promesses. Mais est-ce que cela est suffisant? C'est une critique. Parce qu'il y a une volonté de dévoiler de l'insatisfaction dans son discours. Énoncer une volonté de démontrer un modèle de partage des richesses qui a rendu possible la modernisation de nombreuses villes et régions de notre pays grâce aux fruits de la croissance. Mais tout jugement est le début d'un autre jugement. Il est de bon droit de lui rappeler que Soubré a été déclaré bouc du cacao depuis 1980. Sans pour autant bénéficier d'aucune faveur spécifique, cette situation a traversé des âges de gouvernance jusqu'à ce jour est léguée comme une défaillance d'un héritage au pouvoir actuel. Soubré là, depuis les années 80, on appelait Soubré la boucle du cacao. Mais quand il faut diriger là, il faut un mois en 1993. Mais Soubré depuis les années 80 était la boucle du cacao. Soubré est resté ce que Soubré est. Toi-même, Tidjane Thiam, à partir de 94 jusqu'en 99, tu as fait 6 ans dans le gouvernement d'Anikona Bédié. Soubré est resté ce que tu as vu quand tu es parti là-bas avant-hier. Gbagbo est venu, ça a été la même chose. Pourquoi vous voulez que toutes ces défaillances-là, vous les donnez en héritage au pouvoir d'Alassane Ouattara? Alors que c'est sous le pouvoir d'Alassane Ouattara qu'on a vu des changements notables, qu'on a vu que les résultats de la croissance sont partagés. Et donc c'est non seulement hypocrite, mais c'est un jugement qui ne tient pas parce que ça vous condamne vous-même. Parce que vous avez aussi dirigé ce pays-là. Mais laissons l'époque du fouet, laissons l'époque du Gbagbo et prenons la période à laquelle vous étiez là, avec toute votre intelligence, avec toute votre maestria, Siaka Dian. De 1994 à 1999, ça fait 5 ans. Toi, tu as fait quoi pour aider Soubré? C'est de cela qu'il est question. Que ce soit en termes d'idées, que ce soit en termes d'actions concrètes. Soubré était la boucle du cacao depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Mais laissons toute cette période-là, prenons 94-99. Soubré était boucle du cacao. Toi, tu étais vivant, tu étais là, tu as fait quoi? C'est de cela aussi qu'il est question. Parce qu'on peut comparer tout, comparer est facile. Faire la comparaison est très facile. Mais se mettre à dire ce qu'on a fait pour le montrer avec les autres, c'est ça qui est surtout important. Toi et le régime de Bédié, vous avez fait quoi pour améliorer la vie
des gens de Soubré entre 1994 et 1999. Il faut nous faire ce bilan-là. C'est de cela qu'il est question. Et non des idées faciles pour tomber dans le populisme, pour tomber dans les raccourcis du mensonge et de l'irresponsabilité politique. Petit 2, le sens de l'insatisfaction alléguée. Son sens sémantique de l'insatisfaction du peuple de la Nawa se rapporte aux éléments de son propre univers politique et non à la réalité macroéconomique de la Côte d'Ivoire. Et donc, faire de la comparaison et dire que les choses ne sont pas bonnes et qu'on n'est pas satisfait, c'est trop facile. Faire aussi de la comparaison, mais en restant dans son monde, dans ses idées, ça c'est ton problème. Mais cela ne peut pas être la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain là, quand tu partais à Soubré là, est-ce que c'est sur Goudron tu es parti ou pas? Quand tu es parti à Soubré là, est-ce que tu as pris le temps de te dire comment Soubré était hier et puis comment Soubré est aujourd'hui? Quand je parle d'hier, je veux dire comment Soubré était il y a 10 ans. Est-ce que tu as pris le temps de demander aux gens, il y a eu quelles infrastructures qui ont été ajoutées? Il y a eu quelles nouveautés qui ont été ajoutées avant de pouvoir faire ta comparaison? Non. Et donc là, tu as parlé de tes idées, mais sans tenir compte de la réalité. Parce que la réalité aujourd'hui de la Côte d'Ivoire est totalement opposée à ce que toi tu as dans ta tête. Cependant, dans toute insatisfaction, il y a de la satisfaction. Tout comme dans toute satisfaction, il y a de l'insatisfaction. Il s'agit de l'état psychologique relatif résultant d'une expérience qui dépend d'une comparaison que l'on fait entre l'expérience subjective d'une gouvernance vécue par le peuple et une norme de comparaison en rapport avec le bénéfice de la performance de gestion des pouvoirs successifs en sa faveur. Quand tu dis « je ne suis pas satisfait » là, ça veut aussi dire que tu es satisfait. Dès que tu dis « je ne suis pas satisfait de quelque chose » là, ça veut dire que tu as tiré aussi une satisfaction dedans. Mais ce n'est pas arrivé là où tu voulais. Quand tu dis aussi « je suis satisfait » là, ça veut aussi dire que tu n'es pas satisfait. Parce que tu aurais voulu plus. Si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire, on appelle ça le relativisme en politique et en philosophie. Je suis là, je suis en train de manger. Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas rassasié. Tu n'es pas rassasié parce que tu es satisfait. Parce que le plat est bon. Donc je veux plus. C'est ce qui fait que je ne suis pas rassasié. Non, je suis rassasié, c'est bon, ça va. Ah mais ça veut déjà dire donc que le plat était bon. Et donc vous voyez que des deux côtés, il y a au moins une satisfaction. Si tu critiques qu'il n'y a rien, ça veut dire que ce que tu vois aujourd'hui là, que vous n'avez pas pu faire là, ça veut dire qu'aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui est venu faire et puis aujourd'hui on peut discuter de ça. Ça au moins il faut être d'accord sur ça. Parce que si tu voulais critiquer, il fallait dire il n'y a absolument rien. Il fallait être dans les absolus. Mais comme tu ne peux pas, parce que la réalité qui s'impose à tous là, tu n'as pas le courage de dire le plus qui a été ajouté, les réalisations qui ont été faites. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Mais en même temps, quand on rentre un peu avec Sigmund Freud, c'est du refoulement que tu es en train de faire. Ça veut dire que ton subconscient là est en train de refouler ce que toi tu aurais voulu faire mais que tu ne peux pas là et que tu ne pourras jamais faire là. Quelqu'un a fait ça. Donc toi tu ne peux pas être satisfait parce que ce n'est pas toi. Voilà pourquoi tu agis ainsi. Sinon un homme politique en vrai là, il s'assume. Et il dit voilà ce que je fais. Et donc on ne peut pas rester dans la subjectivité de la gouvernance et se mettre à la place des populations pour prendre une décision à leur place. Vous parlez beaucoup, ça ne vous marche même pas. Mais on vous regarde là-dedans. Le présent pouvoir a l'avantage et a à son avantage
la construction du barrage hydroélectrique. Est-ce qu'avant d'aller à Soubré, là, tu t'es renseigné? Le barrage hydroélectrique, là, c'est qui a construit? Il s'appelle Alassane Ouattara. Barrage hydroélectrique, là, sans ça, là, tu n'allais pas avoir courant pour parler, et puis dans le micro, et puis les gens là attendent. Un facteur de développement qui a permis de créer, en plus des emplois directs, spécialisés avec des salariés ayant un pouvoir d'achat important, lesquels participent à accroître la consommation locale, ce qui est synonyme de dynamisation d'activités commerciales connexes, avec une perspective rapide d'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, barrage là, ça a créé des emplois, ça a créé des salariés, et ça a donné l'électricité aux populations. Mais tu t'es pas renseigné, ce barrage là n'existait pas, alors que depuis 1980, Soubré était la boucle du cacao. En 1994, Soubré était la boucle du cacao. En 1994, tu étais le ministre du plan, mais tu n'as pas pu faire ce barrage-là. Mais Alassane Ouattara l'a fait, sans bruit, sans tambour. Et donc, tu trouves que tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait parce que ce n'est pas toi qui l'as fait, ou bien tu n'es pas satisfait parce que tu aurais voulu que Alassane fasse plus. De toute façon, quand les hommes intelligents même t'écoutent, on se dit, mais quel est ce ministre du plan qui n'a jamais rien réalisé? C'est quand même assez bizarre quand même. C'est comme un soldat qui dit que je ne suis jamais allé à un entraînement militaire ou bien je ne suis jamais allé au front. C'est comme un instituteur qui dit, j'ai été instituteur toute ma vie, mais je n'ai jamais enseigné quelqu'un. C'est quand même assez bizarre quand même. Parce que les populations diraient le contraire. Elles diront, grâce au barrage hydroélectrique, notre vie aujourd'hui a changé. Nous voyons qu'il y a un mieux-être. Là où il n'y avait pas d'électricité avant, là, grâce à cela, le gouvernement a pu mettre de l'électricité. Et c'est en cela qu'il est important de rappeler aux uns aux autres tout le travail qui a été fait par le gouvernement. En partage des richesses, ce sont également plus de 190 localités sur 202 qui ont bénéficié de l'électrification, la construction de 8 établissements publics sur environ 15 qu'elles comptent, un hôpital général, un laboratoire d'analyse médicale. Cette liste n'est pas exhaustive. Donc, Soubré que tu parles là, si c'est même Soubré qui était la boucle du cacao depuis 1980, et puis vous êtes venu de 93 jusqu'à 99, vous n'avez pas pu réaliser le barrage hydroélectrique là. Alassane Ouattara l'a fait. Après ça encore, Alassane Ouattara, la région de la Nawa là, il y a 202 localités. Aujourd'hui là, Alassane Ouattara a électrifié 190 localités sur 202. Alassane Ouattara a pu construire 8 établissements publics sur les 15 que compte la région de la Nawa. Lui seul, il a pu construire 8 sur les 15 établissements publics qui existent dans la région de la Nawa. Alassane Ouattara a construit un hôpital général. Il a construit un laboratoire d'analyse médicale. Donc quand on soigne nos populations là, ça ne te plaît pas. Quand on construit hôpital général là, ça ne te plaît pas. Quand on construit des établissements publics, ça ne te plaît pas. Ce qui ne vous plaît pas, vous êtes insatisfait du fait que Alassane Ouattara a battu tous les records que vous ne pourrez jamais. Vous tous réunis. Ce que vous ne pourrez jamais faire de toute votre vie là, c'est ce refoulement-là que vous faites sortir pour dire que vous n'êtes pas satisfait. Mais en la réalité, les Ivoiriens sur le terrain sont satisfaits. Le peuple de la Nawa étant la cible, est le seul à pouvoir purifier cette litanie répétée sans conviction que se plaît à répéter Siakadjan, surtout qu'il n'a pas été dans l'instant depuis plus de 24 ans. Quand tu n'as pas été dans un pays pendant 24 ans, il faut prendre un peu le temps de te renseigner, Siakadjan. Ce n'est pas parce que tu es long que tu dois être bête. C'est vrai que le droit à l'idiotie, ça fait partie des droits de l'homme. Mais quand tu as été absent d'un pays pendant 24 ans, on ne se lève pas comme ça pour s'improviser et opposer un matin. On prend le temps de chercher d'abord à comprendre il y a eu quoi. Tu te renseignes, tu prends la température locale avant de venir parler sur quoi que ce soit. Son contact visuel sur Soubré avait probablement été troublé dans les années fastes de notre économie dans laquelle cette région était l'une des plus productives économiquement pour qu'elle soit délestée au profit de Yamoussoukro ou de Daoukro. D'autant plus que Siakadjan était le ministre du Plan et du Développement en charge de planifier la répartition de la richesse du pays.
Bon, on n'a qu'à laisser pour Ouattara là. Au moment où toi-même tu étais ministre du plan et du développement là, entre 1994 et puis 1999 là, c'était quoi ton travail? Dans ton travail là, il y avait aussi la répartition de la richesse du pays. Mais pourquoi vous n'avez pas développé Soubré? Soubré qui était bouc du cacao là. Vous avez pris l'argent de Soubré pour aller développer Yamoussoukro et puis Daoukro. Tu vois que critiquer est facile, hein? Mais quand tu te mets en face du mur, c'est là qu'on découvre la vraie taille du crapaud. Soubré a bien donné des jours assez intéressants dans l'économie ivoirienne. Mais vous étiez au pouvoir en ce moment. Mais au lieu de développer Soubré, au lieu de répartir la richesse pour donner à Soubré ce que Soubré devrait avoir, est-ce qu'on ne vous a pas vu, toi Tidiane Thiam Sakadjan, avec les bédiers, prendre l'argent généré par la boucle du cacao Soubré pour aller développer Daoukro et Yamoussoukro? Ça aussi, tu devrais critiquer. Mais non. Encore une fois, malheureusement, les références sur lesquelles Sakadjan porte ses critiques sont les indicateurs de l'indice de développement humain, l'IDH. L'action aux soins, l'éducation, les infrastructures routières, etc. Des domaines dans lesquels la Côte d'Ivoire n'a jamais autant investi que sous la gouvernance du président de la République, Ouattara. Il a même parlé aussi de l'indice de développement humain. Et quand on parle de l'indice de développement humain, on se base sur les aspects comment est-ce que les Ivoiriens arrivent à bien se soigner, comment ils se soignent, est-ce qu'il y a l'éducation, est-ce qu'il y a les infrastructures routières. Mais c'est mal connaître le régime Ouattara. C'est justement ça, sur ces facteurs-là même que le régime du président Ouattara a réussi. Tous ceux aujourd'hui qui disent, qui font un bilan sans état d'âme sur la gouvernance du président Ouattara, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit toutes les institutions, ils vous disent, mais ils ont investi dans tout ce qui peut faire le développement humain, à savoir le soin, la santé, l'éducation et la route. Encore, le monsieur a choisi la mauvaise carte. Parce que lui-même, il fait une interprétation de l'indice du développement humain. Et c'est la troisième phase de notre analyse. L'IDH a certainement baissé. Ah oui, il ne faut pas qu'on se mente. Notre IDH là, elle est montée. Depuis que Ouattara est venu au pouvoir, ça ne fait que s'accroître. Mais subitement, ça a baissé cette année, c'est-à-dire en 2023. Mais pourquoi ça a baissé? Ça aussi, il faut qu'on explique aux gens. Parce que nous, on a la tête haute. Et tout ce qui est fait là, ce n'est pas Ouattara qui décide de créer les événements du monde. Vous êtes tous témoins ici qu'il y a la guerre au Burkina. Il y a le terrorisme au Mali. Il y a le désordre en Guinée. Et la Côte d'Ivoire est entourée de 5 pays. Il y a 3 pays qui sont dans l'instabilité. Ces 3 pays-là, leurs populations sont descendues sur la Côte d'Ivoire. Si ça c'est vrai, mais ce n'est pas vrai là. Venez nous dire que c'est vrai ou mais c'est faux. Et on a une immigration incontrôlée dans notre pays. Et imaginez ces facteurs-là. Des pays instables qui se déversent sur un pays. Et une immigration qui est incontrôlée. Est-ce que cela ne crée pas une pression sociale sur nos infrastructures publiques? Et donc, ce qui a fait que notre indice a baissé là. Parce que l'indice là, si ça devait baisser, ça ne devait pas baisser tout d'un coup. Ça devait être progressif. Mais si ça baissait d'un coup, ça veut dire que ce sont les causes extérieures. Et ces causes extérieures là, c'est la forte pression d'accueil de l'immigration incontrôlée et des personnes qui fuient l'instabilité pour venir en Côte d'Ivoire là. C'est ça qui fait que notre taux d'indice a baissé. Parce que quand on fait les plans de développement de la Côte d'Ivoire, on ne fait pas les plans de développement de la Côte d'Ivoire en tenant compte des autres pays. On le fait en fonction de la taille des Ivoiriens. En fonction de la taille de notre réalité en tant que pays. Mais quand malheureusement, les voisins et tous les désespérés doivent venir un coup, imaginez-vous aujourd'hui, des milliers de personnes qui se déversent sur la Côte d'Ivoire. Ces personnes doivent se soigner, ces personnes doivent se déplacer, ces personnes doivent bénéficier des conditions de vie humaines acceptables. Forcément, c'est de l'argent qu'il faut prendre pour s'occuper de ces personnes-là.
Tu ne sais pas qu'il y a des camps de réfugiés qui occupent des milliers de personnes. Et donc, l'argent qu'on devrait prendre pour accroître les hôpitaux, pour accroître les services, malheureusement, c'est cet argent-là qu'on prend pour s'occuper de ces personnes-là. Et donc, c'est ce qui a dégradé et c'est ce qui a mis à rude épreuve nos services publics. Et donc, par conséquent, c'est ce qui a contribué à dégrader les variables qui doivent expliquer pourquoi notre indice a baissé. Surtout à Soubré où tu étais. Où tu étais à Soubré là. Tu t'es arrêté en ville, mais est-ce que tu es rentré un peu en brousse? Façon, il y a Burkinabé là-bas. Façon, il y a Malien là-bas. Façon, il y a étranger là-bas. Toi-même, tu ne vas pas croire. Mais tout cela, le gouvernement s'occupe d'eux. Parce que tant qu'ils sont sur le sol ivoirien, c'est ça qui continue d'augmenter la pression sur l'État de Côte d'Ivoire. Et ce n'était pas prévu. Combien de fois ici on a critiqué ici? Ah, faites attention, les Burkinabés, les Maliens sont en train de descendre ici. Ils sont en train de venir en masse, faites attention. Mais justement, c'était pour ne pas dégrader la vie, la qualité de vie de nos populations. Parce qu'à un certain moment là, il faut que ces personnes vivent. Il faut qu'elles se soignent. Il faut qu'elles partent à l'école. Il faut que leurs enfants partent à l'école. Et donc, vous voulez que quoi? Ça va forcément, là où il y avait peut-être un banc pour 2 enfants, on va maintenant mettre 3 enfants là-bas. C'est ce qui a dégradé notre IDH cette année. Et quand on explique les choses sans état d'âme, je mets quiconque, n'importe quel intellectuel au défi. Je dis bien n'importe quel intellectuel de dire que ce que j'ai dit là, ça ne tient pas. Contrairement aux promesses, les solutions du président Ouattara Alassane ont permis à la Côte d'Ivoire de se relever des désastres laissés par ses prédécesseurs en 2011, de la repositionner au rang de 2e meilleure économie de l'Afrique de l'Ouest. On peut dire tout ce qu'on veut, mais une chose est au moins sûre aujourd'hui. Tout le monde sait dans quel état le président Ouattara a pris la Côte d'Ivoire et tout le monde sait dans quel état la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Il faut être foncièrement méchant, malhonnête pour ne pas comprendre que la Côte d'Ivoire qui était pays pauvre très endetté, c'est Alassane Ouattara, le président, qui fait de cette même Côte d'Ivoire la 2e meilleure économie de l'Afrique de l'Ouest. Le 2e pays le moins pauvre de l'UEMOA. Les solutions de la politique générale du président Alassane Ouattara ont permis de transformer en 12 ans notre économie quasi de rente en une économie de transformation et de services et engager le pays dans les grands travaux structurants dont les résultats probants se mesurent par la densification du développement des services transversaux indispensables à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc c'est grâce au travail qui a été fait par le président Alassane Ouattara où on disait l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Aujourd'hui, l'économie de la Côte d'Ivoire n'est plus basée sur l'agriculture. Aujourd'hui, tu retrouves des services, tu retrouves plusieurs offres, tu retrouves aujourd'hui tout type de services qui contribuent aujourd'hui à rendre plus forte cette économie-là. Et c'est avec le président Ouattara qu'on a pu quitter l'ère d'une économie agricole pour aujourd'hui nous retrouver dans une ère d'économie qui est non seulement diversifiée, mais aujourd'hui même nous sommes en train de rentrer même dans les hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole et autres, sans oublier les minéraux. Grâce et parce que le président Ouattara avait dit qu'il avait les solutions. Et les solutions, il les a posées sur le terrain et les Ivoiriens le voient. Grâce à ces solutions, la Côte d'Ivoire a pu atteindre le niveau des pays les plus réformateurs au monde. Soubré n'est pas resté en reste. Le développement est la résultante d'une pratique de compétences qui est exigeante sur la mobilisation des ressources et demande de la patience pour sa mise en œuvre. Et donc tout ce développement qu'on vient de vous dire là, Soubré n'est qu'une goutte d'eau dans la Côte d'Ivoire. Donc Soubré fait partie des pays, Soubré fait partie de ceux qui ont bénéficié. Et donc la malhonnêteté, ça ne paye pas. Et donc là, le développement, là, ce n'est pas ceux qui parlent dans la bouche qui font le développement, mais ce sont ceux qui ont les capacités, comme le président Alassane Ouattara, avec des solutions concrètes qui font le développement. Mais souvenez-vous d'une chose, il est plus facile de construire, il est plus difficile de construire que de détruire. Quand toi, Tidiane Thiam, avec les Bédié, vous étiez là de 94 à 99, vous aviez détruit l'économie de la Côte d'Ivoire. Il suffit d'aller dans les références de la Banque mondiale
vous étiez considérés comme un État paria. Et tout le monde avait décidé de ne plus vous accorder même de prêts avec les détournements à outrance. Mais aujourd'hui, là, faites-nous sortir les détournements qui ont été faits par le président Ouattara. Faites-nous sortir les sommes qui sont prises là. L'argent qui est pris, c'est annoncé et le travail est fait et le résultat en face de tout le monde. C'est ce qu'on appelle une gestion responsable. Et donc là, tout ce qui est fait de façon responsable demande de la patience. Et ça demande beaucoup d'exigences. Et donc là, on dit bien que le chien aboie, la caravane passe. C'était un texte de notre père Kalilou Koulibaly, doctorant, EDBA en sciences de gestion, ingénieur MBA DSS en Business Administration. C'est aussi un EPV qui passe souvent sur la NCI 360. Et donc, j'ai essayé d'ajouter un peu en expliquant. Et donc, on a fini. On va passer directement à l'édito de Mère Nefertiti. Mais aujourd'hui, on est très pris par le temps. On n'aura pratiquement que 20 minutes. Et donc, on va demander à ceux qui vont prendre la parole d'être très, très rapides parce que je dois être au boulot aujourd'hui pour une réunion. Et donc, on va demander à ceux qui vont prendre la parole de ne même pas dépasser au maximum de 5 minutes. Et on ne pourra pas donner la parole à tout le monde aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on est déjà pris par le temps. Et donc, on va passer à l'édito de Mère Nefertiti. Et après, on va pouvoir laisser la parole. Bonjour à tous, bonjour l'éclaireur. Alors, aujourd'hui, mon édito a pour titre « À chacun son nouveau portrait ». Eh oui, le phénomène de l'autoportrait acquis est devenu monnaie courante dans le milieu politique en Côte d'Ivoire. Après une des ministres du RHDP, la seconde à s'être fait un nouveau portrait est la reine du PPACI. Alors, le phénomène que l'on croyait propre aux stars américaines, à la rigueur aux cyberactivistes féminines, est en train de prendre une ampleur dans le milieu politique ivoirien. C'est vrai que nous ne condamnons pas que le fait de se retoucher, mais la chirurgie esthétique est aussi porteuse de risques. La preuve, c'est que le pasteur Matouzi vient de perdre son épouse. Il semblerait qu'elle a succombé suite au retouchement de son corps. Laquelle, nous l'ignorons, mais toujours est-il qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Donc, il y a des risques pour la personne qui en abuse. En Côte d'Ivoire, il suffit de scruter le visage d'une dame. On constate qu'elle s'est fait refaire soit les lèvres ou le nez, les fesses, n'en parlons pas. Tout est retouché. Les bras, le ventre, et quoi d'autre encore, j'en sais rien. C'est même devenu un signe extérieur de richesse lorsqu'on a tout acquis, des bijoux en or, en diamant, par malhonnêteté. On se retourne contre son propre corps pour le remodeler à sa façon. Le fait est que, après l'intervention sur le visage, toutes les dames ont tendance à se ressembler. Alors, imaginez que la chirurgie esthétique soit à la portée de toutes les femmes. Serions-nous toutes des sosies de Janet Jackson? L'espèce humaine est ainsi faite. Lorsque la nature vous a doté de tous vos physiques, nous cherchons à le retoucher. Mais qu'arrive-t-il à la gente féminine? L'avenir n'est pas radieux sous le soleil ivoirien, car vivre avec un corps étranger dans le sien n'est pas permis à tout le monde. Sachant que les seins retouchés ont une durée de vie. À la date d'expiration, il faut reprendre en fonction de nos souhaits. La chirurgie esthétique devait être réservée à une maladie, à une malformation congénitale, exemple, le bec de lièvre ou une tumeur à l'œil, et j'en passe, qui est une nécessité justifiée. De là à aller s'attaquer à tout son corps, il y a péril à la demeure, comme on l'a dit plus tôt. Pour une fois, les hommes restent relativement résistants au phénomène, ou alors ils interviennent sur des parties qui ne sont pas visibles. On ne sait jamais. Merci.
Alors, texte coécrit avec Mère Blanc et Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prado dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement, aimons-nous vivants, Mère Nefertiti, à bientôt. Merci, merci, Mère Nefertiti. Les hommes ont pris balle. Comme on dirait, dans les bois, quand on voit ce qui se passe, ça peut grossir en une semaine. Et donc, de façon très subtile, effectivement, c'est pas un phénomène qui touche simplement peut-être les hommes, et pardon, les femmes, mais peut-être certains hommes qui ne savent pas s'assumer. Mais notre mère nous évoque ici un phénomène qui est très, très, très sensible aujourd'hui et qui est devenu quelque chose d'habituel dans notre société. C'est que l'être humain a décidé de transformer sa nature. Est-ce que le Satan ne nous a pas dit ça dans le Coran? Il dit, mais Dieu, je ne me contenterai pas de les dévier, mais je vais aussi leur mettre en tête qu'il faut changer leur nature. Ils ne seront pas fiers de ce que tu leur as donné d'être. Et parallèlement à ça, quand on va dans une autre sourate, je crois que c'est la sourate Al-Munafiqun, la sourate 63, Dieu nous dit, quand tu verras ces hommes-là, leur corps va t'émerveiller. Et quand ces personnes vont parler, tu vas te donner l'impression qu'il faut les écouter. Mais en réalité, c'est comme des bûches appuyées contre un mur. C'est comme un morceau de bois qui est appuyé sur un mur. Il suffit d'un petit vent, là, tu vois, ça tombe. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous arrive? Vous partez faire tout ça, là, quand les gens vous voient, waouh! Mais comme des bûches appuyées contre un mur, il suffit que vous vous asseyez un jour, ça éclate. On vous retrouve avec des becs de lièvre. Comment l'être humain peut être si bas jusqu'à se baisser, à se rabaisser à ce niveau. Mais chacun a son Janet Jackson. Le RHDP a son Janet Jackson. Le PPAC a son Janet Jackson. Ainsi de suite, on pourrait faire et on pourrait continuer la liste. Et c'est malheureux. Et malheureusement, ça devient un phénomène qui tombe à la mode. Oh, c'est un acte des plus misérables. C'est un acte des plus dégradants. Un être humain, une fois que tu perds ta nature véritable, tu n'es plus qu'un objet. Tu ne vaux même pas le niveau d'un étang. Même un végétal est mieux que toi. Parce que tu n'es plus rien qu'une pièce de musée. Et pour vous faire un peu rire, il y a une dame avec qui je travaille qui allait se faire mettre dans les fesses. Parce qu'elle croyait impressionner son mari. Et dans ça là, ça s'est mal passé. Il paraît que ça s'est cassé. Fesse là est devenue petit comme ça, on dirait fesse des garçons. Actuellement là, elle est frustrée. Comme tout le monde là-bas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Et malheureusement, faisons beaucoup attention. Nos mères, nous vous aimons naturellement. En tout cas, pour ceux qui veulent être objectifs, on n'a pas besoin du superflu. Et donc, nous allons nous arrêter là. Ceux qui veulent prendre la parole, on va vous l'offrir rapidement. Et donc, ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez vous signaler rapidement, comme je l'ai dit. On est déjà pris par l'impératif du temps. Et ceux qui veulent prendre la parole, faites-le rapidement pour qu'on puisse fermer. Allô? Allô? Oui, bonjour, comment vous allez? Bonjour le grand maître, comment allez-vous? Mais je vais bien, et vous? Dieu merci, tout va pour le mieux. D'accord, Okay. merci de me donner la parole. Il n'y a pas de problème. D'accord, nom de code EPV. Le pimenteur. Le parti des pimenteurs africains de Côte d'Ivoire a atteint un haut niveau dans le mensonge. Leur petit perroquet, le pimenteur Blaise Lasme, a développé sur le plateau de la S360 un nouveau record Guinness de mensonges. Désormais, il arrive en tête de liste de la classification des variétés de piments dans notre monde.
Classé premier, le Capiscum Blaise Lasman. Classé deuxième, le Capiscum jaune. Classé troisième, le Capiscum fructin soudanais. Et classé quatrième, le Capiscum fruité Saint-Doux. Classé cinquième, le Capiscum Amoutoum antien. Et classé sixième, le Capiscum fruité oiseau. Rien qu'à regarder son nom en tête de liste, nos yeux larmoient et imaginez ceux qui l'entendent. Désormais, la société coopérative nommée le pimenteur africain de Côte d'Ivoire est la seule à ravitailler toutes nos villes et nos marchés, surtout avec nos voies bien tracées. Les consommateurs y trouveront leur bonheur. Pour avoir de bons fruits, sur l'ensemble du territoire, cette société coopérative utilise un seul produit, le phytotop pimenteur dont Blaise Lasman est le piment directeur général. Ce monsieur ment comme il pisse. En réalité, nous allons vous donner les raisons de ce gros mensonge. Juste avant sa venue sur le plateau de NCI 360, Blaise Lasman, le pimenteur, a fait un tour dans un restaurant nommé Tantine Pimente-moi bien et s'est offert un bon mets de placali avec cette sauce bruyante que nous connaissons tous, accompagné de viande de gabi, bien relevée et très piquante. Tellement piquante que le piment, tellement que le piment est vendu moins cher, les propriétaires du maquis, en la personne de Mère Marguerite Aki, Siona Kora et Mère Foudado, font des oiseaux de piment. Imaginez le cerveau de notre Blaise Lasman après ce repas copieux. Il était bien repu. Le plus drôle est que notre pimenteur est allé faire pipi sans se laver correctement les mains. Donc imaginez vous-même les conditions et l'état d'esprit du pimenteur. À la question journaliste Alice Darasouba, Blaise Lasman voulait démontrer sa haine viscérale pour le gouvernement en place. Il nous sort qu'en Côte d'Ivoire, un piment est vendu à 50 francs CFA. What? A pepper for 50 CFA. À force de répéter ce gros mensonge de Blaise Lasman, le pimenteur, je commence à avoir mal à la gorge. Donnez-moi un verre d'eau s'il vous plaît. Que répondre face à ce gros mensonge pimenté et dosé? Buvons un grand verre d'eau et ouvrons la bouche. Chers consommateurs, quelles sont les vertus du pimenteur Blaise Lasman? M. Blaise Lasman, le pimenteur, nous a ouvert les yeux sur l'incapacité du parti des pimenteurs africains de Côte d'Ivoire à apporter des solutions et de vraies critiques au parti au pouvoir. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, le pimenteur Blaise Lasman a également des vertus thérapeutiques. Pour tous les couples connaissant les difficultés dans vos foyers, je vous recommande le piment Blaise Lasman. Je vous explique la posologie. Un piment de 50 francs CFA multiplié par le nombre de jours comptabilisés depuis la célébration de votre mariage jusqu'à la date d'aujourd'hui. Par exemple, le couple pimenteur est marié depuis 5 ans. Donc on aura 305 jours multipliés par 5, soit 1825 jours. Donc leur couple utilisera en raison de 3 piments par jour, un total de 10 950 piments pour ramener la paix dans leur foyer, avec un budget de 547 500 francs CFA. Un amour de feu va naître. Vos problèmes de constipation, plus vous avez laxatif cher, faites appel au pimenteur Blaise Lasman. En suppôt, un matin, un midi et un le soir. Vous allez obtenir une guérison rapide et silencieuse. Vous ne rencontrerez plus de constipation. Pour vos problèmes d'érection molle, pour les hommes et les femmes stériles, écoutez-moi très bien. Nous ne sommes plus. Blaise Lasman, le pimenteur, le menteur, le pimenteur est prêt à se déplacer vers vos domiciles respectifs pour administrer sa puce magique avec un poids à lavement. Si vous avez une carte d'assurance Ivoire Piment Santé, vous êtes couvert à hauteur de 100%. En cas de non-assurance pour tous ces services, moudre le produit, faire le mélange et le transvaser dans la poire,
n'allez payer seulement que 50 francs CFA. C'est le prix du piment de Blaise Lasme, jusqu'à guérison totale. Mais en cas de complication, vous ne pouvez pas poursuivre le pimenteur, puisque mentir est devenu son métier. À ces braves femmes dans les champs, et à ces braves femmes sur les 10 tonnes, nous vous saluons pour votre courage. Salutations particulières à toutes les femmes gourous. Ivoiriens et Ivoiriennes, nos marchés sont assemblés de légumes. Allez faire votre marché. Monsieur l'éclaireur, je m'arrête ici, je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup le grand maître, merci beaucoup le grand professeur. Merci encore pour ce texte sur les pimenteux, les pimenteurs et surtout les pires menteurs qui deviennent finalement des pimentiers. Mais ce qui est encore plus intéressant, Blaise Lasme nous fait savoir qu'il est un vendeur de piments. Et faites vite de comprendre quand vous êtes au Cameroun l'expression vendeur de piments. Parce que quand tu donnes le prix de quelque chose, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un bon indicatif. Mais je suis encore au regret de lui dire que son piment coûte moins cher. Blaise Lasme, donc ton piment là c'est seulement 50 francs. C'est que ton piment là c'est pas bon. Et grand professeur, merci infiniment. Et je crois que ces gens n'ont rien à prouver à la Côte d'Ivoire en termes de positivité. Et les Ivoiriens préfèrent un discours beaucoup plus sérieux. Et malheureusement, ces personnes-là sont dans le bas astral, si je peux me le permettre. Ils ne pourront rien apporter aux Ivoiriens et ils viennent étaler toute leur nullité pour faire distraire la galerie. Restons focus, restons déterminés sur ce qui nous est important et continuons la lutte avec le président Ouattara. C'est vraiment ça, ce qui est important pour les Ivoiriens, surtout que les Ivoiriens bénéficient de manière concrète de tout ce que le président fait. Vraiment, merci beaucoup et on va vous souhaiter une excellente journée. Vraiment, vous remercie, je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Et bien des choses à toute la famille. Je vous en prie, ne manquez pas. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonjour frère Clara, je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. D'accord. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Allô, allô? Oui, on est là, on vous écoute, vous avez la parole. D'accord. Donc hier, j'avais abordé un sujet relatif à, je crois, 6 régions de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je reviens un peu plus là-dessus. Il s'agissait plus précisément des régions du Bafing, du Worodougou, du Béré, du Bunkani, du Kabadougou et du Folon. Voilà, donc vous avez eu à faire des précisions comme quoi ces régions, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas de CHR. Ceci est une réalité. En effet, l'objectif c'était d'interpeller nos dirigeants pour qu'ils comprennent que le fait que ces régions sont des bases du parti, ça ne veut pas dire que tout est déjà gagné et qu'il faut laisser les choses telles. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Parce que parfois nous entendons certaines choses, il y a des grincements dedans souvent, il y a des récriminations. Vous savez, en presque 14 ans de gouvernance, il y a eu beaucoup d'avancées. Les choses ont beaucoup évolué. Mais quand on regarde le niveau de développement dans ces régions en question, comparativement à d'autres régions, bon, nous pensons qu'il y a quelque part un déphasage. Et lorsqu'en tant que militant du parti, ces régions-là ont eu à soutenir
le RHDP. Parfois, vous pouvez entendre les gens dire, bon, tout ce qu'on a fait, et puis jusque-là, il n'y a rien qui a évolué. Bon, si c'est ça, moi, je ne vote plus. Il y a des gens qui tiennent ce genre de discours. En fait, il y avait assez de non-dits dans ce que j'ai eu à dire. Mais il serait bon, pour notre part, d'accélérer les projets de développement dans ces régions en question. Il y a des projets qui ont été déjà réalisés, je l'ai dit. Il y a des projets qui sont en cours. Il y a des projets à venir. Et il faudra mettre un accent particulier sur ces projets-là. Ces projets sont de plusieurs secteurs d'activité, à savoir l'école, c'est-à-dire l'éducation, les centres de santé, l'agriculture, l'électricité, l'eau potable, les infrastructures routières, le social. Et puis aussi la sécurité. C'est vrai qu'on ne met pas trop un accent dessus ces temps-ci, mais il est important de les rappeler également. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il est clair qu'on ne peut pas travailler dans de très bonnes conditions. Ce sont des régions qui sont en retard comparativement à d'autres régions. Quand j'ai indexé ces régions, on voit bien que c'est dans le nord du pays. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules régions qui sont en retard comparativement aux autres régions. Il y a dans le sud des régions qui sont en retard également. Dans d'autres émissions, je vais revenir là-dessus. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus vite. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour galvaniser les militants. Il faut faire quelque chose pour galvaniser les troupes. Et en même temps, je reviens pour rappeler que dans le cadre de l'équilibre des universités sur toute l'étendue du territoire, nous avons eu à souhaiter précédemment qu'il y ait des universités dans les villes suivantes. Odiéné, Tengrela, Séguéla, Ouangolodougou, Niakaramadougou. Sinématiali, on avait dit qu'il fallait un institut national des sciences appliquées. Voilà. L'ENS, on avait souhaité qu'il y ait une antenne de l'ENS à Bundiali. Bon, on apprend que c'est à Bouaké que le travail est en train de se faire. C'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Ensuite, San Pedro va accueillir une autre unité de l'ENS. Bon, c'est tant mieux. Mais une chose est sûre concernant les universités, il est souhaitable qu'il y ait de nouvelles universités dans les villes qui ont été déjà indiquées, c'est-à-dire Odiéné, Tengrela, Ouangolodougou, Niakaramadougou, Sinématiali et puis Séguéla. Cela dit, nous savons très bien que l'université de Odiéné, le financement est déjà disponible, tout est fin prêt, bientôt le lancement des travaux. C'est une bonne chose, mais les autres villes, il faut accélérer et il faut aller un peu plus vite. Donc voici ce que je voudrais dire. Comme vous êtes tenu par le temps, je vous remercie beaucoup. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci encore pour l'ajout que vous venez de faire. Et c'est très important. Merci pour l'excellent travail. Tout ça, c'est pour aider nos populations, contribuer à une meilleure vie pour nos populations. Et nous ne pouvons que souhaiter le meilleur. Et surtout, encourager le gouvernement dans sa dynamique d'aider les Ivoiriens. Vraiment, merci à vous-même qui prenez du temps pour faire ces analyses. Et en plus, vous venez nous la proposer ici. Toujours avec l'intention d'aider le gouvernement lui-même. Ce que les gens ne voient pas ou ne disent pas directement, vous le dites. Et sur le terrain, on voit beaucoup de choses qui changent aussi. Vraiment, merci à vous. Et surtout, on va vous souhaiter une excellente soirée. Bonne émission à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, oui, bonjour, Cyclone Puissance Mail, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Donc, on va vous laisser la parole. Merci. Oui. Ok, il n'y a pas de problème.
Je dis bonsoir à tous les Mao et Chao, bonsoir à tout le monde. Éclairé, bon, moi j'ai monté pour demander quelque chose, parce que la dernière fois on a fait un direct où j'ai eu à parler quelque chose. C'était pour venir répéter, demander, mais bon, j'ai vu que quand Sunjata a fini, il a cité. Donc vraiment, donc je vais replier. Parce que je voulais demander si le marché était déjà fini, parce que en toute sincérité, en tant que militant, en tant qu'Ivoirien, en tant que fils du Nord, Odiri là, c'est sur tout le monde. Même les petits là, c'est CG, Odiri là. Bon, ce qui est sûr, on entend voir, tout compte fait, nous, on va dire toujours que nous, on n'est pas contents. On n'est pas du tout contents, nous, les militants. Oui, donc, si les cadres peuvent bouger, ils n'ont qu'à bouger. Parce que s'ils allaient bouger même, on en a fait trop fait. Mais tout compte fait, vous êtes déjà élu, Madame la maire. C'est un mandat complet. C'est nous aussi, on a accepté, nos parents qui ont accepté de te mettre là. Mais tout compte fait, les 5 ans là, ça va finir. Mais les résultats qu'on va donner après 5 ans là, ça va dépendre de vous et tout ce qu'on a critiqué et dénoncé. Parce que nous, on a besoin comme les autres aussi. Oui, on a besoin comme les autres. Ne dit, encouragez nous les jeunes, nous les enfants, à venir au village. C'est vrai, hein? Nous, on n'aime pas aller au village, ça c'est clair. Ça c'est clair même. Parce que vous nous avez appris à dire la vérité. C'est vrai, on n'aime pas aller au village. Mais, quelque part aussi là, encouragez-nous, attirez-nous. C'est vrai. Parce que vous êtes là pour ça. Et on doit continuer dans ce sens-là pour qu'on puisse avancer. Sinon, franchement, comme le frère Sunjata a dit, ça corrompt fort. Et quand c'est comme ça, nous-mêmes les militaires, pour donner nos poitrines, si on pense qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits, et puis on attend ce genre de trucs, franchement, quelque part, nous on s'est dit que vous avez trahi, vous nous avez trahi. Quand ils nous trahissent, nous la population, c'est comme si le président vous avait trahi, parce que c'est nous, on vous a mis là. Ça aussi, c'est clair que nous les roches. Ce qui est sûr, on va dénoncer, on vous attend, pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, clairement, comme il n'y a pas trop de temps, vraiment, je veux dire merci à tout le monde. Merci à tous les cadres qui ont mouillé maillot, qui sont un peu en avance. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Le président il dit toujours, on n'a pas le temps. Il faut qu'on va vite. Donc, éclairé, je vous dis merci. Si vous avez un commentaire à faire dessus, vraiment, je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, le Cyclone. Merci pour ce que vous venez de dire. Et notre souhait, c'est que, comme je le disais, les choses puissent évoluer. Et en même temps aussi, sur cette plateforme-là, on permet à toutes les sensibilités, à toutes les idées de s'exprimer. Et c'est totalement normal que les militants viennent dire pourquoi ils ne sont pas satisfaits et ce qu'ils veulent. Et nous encourageons les uns les autres à venir dire ce qu'ils auraient voulu que ce soit réalisé. Et c'est même normal que dans une gestion, on puisse critiquer. Et cette critique-là, si elle est positive et qu'elle peut aider à améliorer les conditions de vie des uns et des autres, je crois que ce sont des bonnes critiques. Et les militants, dans une certaine mesure, c'est aussi une plainte, mais c'est en même temps aussi un cri pour dire que nous n'avons d'autre espoir que le président Ouattara. Ça, c'est important. Ça veut dire que les gens ont confiance au président. On ne demande pas à quelqu'un qui ne peut pas vous donner. Et donc, continuons à être exigeants. C'est le président Ouattara même qui l'a dit. Il a demandé aux jeunes d'être exigeants. Ne prenez pas le moins bon. Ne soyez pas satisfaits aux premiers abords. Et nos populations, nous leur disons de rester galvanisées. Et ce qu'elles demandent, c'est aussi à travers la victoire du président qu'elles pourraient l'obtenir. Et de ne pas se laisser distraire par d'autres personnes, d'être focalisées sur la victoire du président Alassane Ouattara. On a réalisé un sondage en ligne dans le vide comme ça, et il y a 52% des personnes qu'on a interrogées qui disent que le président doit se présenter. 52% des Ivoiriens. Et tout ça, ce sont des indicateurs qui prouvent que les Ivoiriens ont encore besoin du président de la République. Et même ces plaintes-là, ou bien ces critiques-là, prouvent encore cette même réalité. Parce que les gens ne se plaignent pas juste pour se plaindre, les gens demandent. C'est ce qu'on n'avait pas pu avoir avec les autres gouvernements. C'est ce que les gens demandent. Et c'est leur droit le plus absolu et même fondamental. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et on va vous souhaiter une excellente soirée.
et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Éclairé, 3 secondes. Tout qu'on fait, vous avez vu, après le discours du président de la République, bon, moi, en tout cas, ça a été décortiqué. J'ai écouté beaucoup. Je sais que beaucoup d'hommes sont... Tout le monde a écouté. Hein. Quand le président dit qu'il a demandé le nord, là, lui va se diriger maintenant à l'ouest. Ça veut dire qu'au nord, là, c'est bouclé. Il n'y a rien à faire là-bas. Tout est prêt. Donc, nous, le One Gam, là, on ne cherche pas à calculer qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on se dit quoi? Ah, si on voit, le président dit non, il va faire face à l'ouest maintenant. Ça veut dire que le nord est fini. C'est qu'il n'y a rien. C'est que ça cache quelque chose. C'est pourquoi nous, on est bornés. Donc, c'est notre droit. Donc, je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Merci infiniment à vous. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous également. Merci beaucoup. Allô? Oui. Bonjour, chère mère. Bonjour, cher frère, comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Vous-même? Alhamdulillah. Dieu merci. Et la famille? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Dieu merci. Donc, je vais aller vite. Puisque tu as une réunion qui doit venir là, je sais de quoi il s'agit. Donc, attends, parti vite. Il n'y a pas de problème. Bonjour à toi, bonjour à toute la famille, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. J'avais différents sujets, mais je vais couper court le jeudi et puis continuer ça. Ok, j'ai vu la sœur Marion Cissé qui m'avait chargé d'une mission que je n'ai pas pu accomplir, j'ai oublié au fait. Désolée à la sœur. Elle a dit l'éclaireur que de remercier Koné Adama qui a vraiment été à ses côtés à ces moments difficiles qu'elle traversait ces temps-ci du décès d'un membre de sa famille. Donc vraiment, je m'excuse pour n'avoir pas donné cette nouvelle. Et aussi, je vais m'appesantir sur la France et les constructions d'immeubles en Côte d'Ivoire, mais je vais laisser le dicton de nos braves mères m'ont vraiment attiré. Et la chirurgie esthétique, là, franchement, vous les femmes, faites très attention. Hé, femmes, au lieu de chercher à rendre ton corps beau, il faut rendre ton âme n'a qu'à être beau. Ton âme là n'a qu'à être beau. C'est l'âme là que Dieu veut. Tout ce qu'on est en train de faire ici, là, aller taper ça, aller taper, faire tout. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Et tout ça, c'est pour les hommes, on le fait. Mais malgré ça, là, ils trompent. Voilà. Et malgré ça, ils trompent et puis tu vas te charger de ces maladies. Moi, je vais vous donner quelque chose qui m'est arrivé moi-même à ma fille, sa petite maman. C'est-à-dire la femme qui était avec son père. Elle allait faire une chirurgie esthétique. Elle est restée dedans. Et pour la partie qui m'a plu, la leçon qui m'a plu dedans, c'est que ma fille a vu ça. Je sais que ma fille ne va jamais vouloir faire une chirurgie esthétique un jour. Parce que sa petite maman est restée dedans. Une femme qui était tellement bien avec ma fille. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que vous partez, vous dire. C'est-à-dire aujourd'hui quand les gens s'asseyent, ils disent on ne vit plus longtemps. Nous, on cherche la mort. Et puis comment Dieu ne va pas nous l'offrir? Nos mamans d'avant là, elles ont fait de cette chirurgie-là pour vivre longtemps. On fait tout ça pour plaire aux hommes, mais malgré ça, les hommes sont les hommes. Vous pensez que quand un homme finit de te déshabiller là, qu'est-ce qu'il veut de toi encore? C'est ton âme qu'il recherche. La beauté de ton âme, ce n'est pas la beauté que tu as. Si c'est la beauté que tu as là, grosse fête, gros sein là, il y a plein de filles comme ça dehors là-bas. Mais la différence des femmes, c'est l'esprit, c'est l'âme. Au lieu de chercher à nous rendre belles, à nous rendre comme ça là, cherchons à ranger notre cœur, cherchons à embellir notre cœur, cherchons à embellir nos âmes. Je suis une femme comme vous, voilà pourquoi je parle comme ça. Et j'ai des filles. Donc mes filles, je leur dis ça toujours. Si un homme vient vers toi et te dit demain que tes seins sont tombés, ou bien comme ça, tu lui dis mon copain, c'est ce que tu as vu, tu as aimé. Si tu n'aimes plus, tu peux avancer. Et Dieu va t'amener celui qui va aimer ton corps tel que c'est. Franchement dit, moi il y a plein de femmes américaines ici que je connais aujourd'hui qui sont malades à cause de cette chirurgie-là. Pourquoi tout ça? À cause des hommes. Mais malgré ça, ils vous trompent. Donc franchement, sauvez vos cœurs, sauvez vos vies, quoi. Dieu ne va pas venir. Dieu dit, je ne changerai jamais la situation d'un peuple, tant que ce peuple-là même me change. Si vous attirez la mort vers vous, parce que Dieu qui vous a conçu, il vous a mal conçu, c'est vous qui saviez comment les fesses devaient être, comment les seins devaient être. Donc si les conséquences y viennent, assumez, c'est ça, hein. Merci l'éclairage, je vais te laisser aller au boulot. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ces puissantes paroles de vérité. Ça doit interpeller nos sœurs. Vrai, là, je vais peut-être choquer, mais les femmes qui font chirurgie, là, en réalité même, là, une fois que vous faites ça, on ne vous voit même plus comme femme, non. Ça, là, en tout cas, pour un homme qui est sérieux, qui est correct dans la tête, non, il ne vous voit même plus comme une femme. Il vous voit comme un obliché. Restez comme vous êtes. Et la mère l'a dit, hein,
c'est la beauté intérieure qui est plus forte. Même la plus belle femme du monde, si elle vit longtemps, personne ne peut résister au temps. Mais cela ne peut pas faire que celui qui doit aimer l'âme qui est en cette personne, la beauté intérieure de la personne, c'est celle-là qui ne disparaît jamais. À notre sœur et mère Marion Savané, nous allons souhaiter vraiment que Dieu accorde toute sa clémence à la personne disparue. Malheureusement, on n'a pas été informé, ce qui n'est pas chose grave. Et au nom de tous les EPV, on va présenter nos condoléances les sincères et aussi faire nos vœux les positifs à la personne décédée. Et vraiment accompagner aussi avec toutes les prières que nous pouvons. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Et chers mères, on va vous laisser faire la conclusion. Je dis merci à tous les EPV, à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Demain, ça sera encore un autre jour. Et on va ouvrir les micros pour laisser la parole aux uns aux autres. Donc, merci à tous. Et chers mères, vous avez la conclusion. Vraiment, merci l'éclaireur. Au frère Adama Koné, vraiment, tu es vraiment une âme aussi. Vraiment, merci à toi. Merci pour tout ce que tu as fait aux côtés de la sœur. Et comme l'éclaireur l'a dit, on aura le temps de mieux faire. Vraiment, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont suivis et que Dieu continue de nous bénir, de nous donner beaucoup de santé, que Dieu continue de bénir Papa et son gouvernement et que Dieu mette toujours sa protection sur lui et son gouvernement, surtout à nos vaillants soldats qui sont actuellement au front, très chaud. Vraiment que Dieu vous protège, que Dieu continue de mettre son parapluie de protection sur vous et vraiment que tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, que Dieu vous le rende en santé, en protection et longévité. Vraiment que Dieu vous protège. Merci l'éclaireur et que Dieu nous garde tous. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup, chère mère. Excellente journée à vous et bien des choses à toute la famille. Amen. Merci. Merci beaucoup.